Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la une de ce journal La Coopération. La CACI France réaffirme sa volonté à contribuer à la nouvelle dynamique de partenariat algéro-français. Énergie renouvelable, de plus en plus d'opérateurs économiques investissent dans ce créneau. Nous serons à Biskra pour découvrir cette usine de fabrication de chauffage solaire. Histoire, une évocation dans ce journal, le 61e anniversaire demain de la création de la radio secrète, La Voix de l'Algérie combattante. Nous parlerons de l'équithérapie aussi, nos amis les chevaux qui peuvent aider les plus petits à reprendre confiance et à gagner en autonomie. Pour commencer, le Premier ministre demain à Reggane, dans la wilaya d'Adrar, Ahmed Ouyahia aura à inaugurer un nouveau périmètre gazier dénommé Reggane Nord. Durant ce déplacement, le Premier ministre, qui sera accompagné d'une délégation ministérielle, inaugurera également une nouvelle cimenterie dans la commune de Timekten. Au chapitre de la coopération, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, a reçu ce vendredi le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, Mohamed Ben Ali Koumen. L'Algérie va présider ce conseil l'année prochaine. Une première réunion est prévue au mois de mars 2018. Je vous invite à écouter la déclaration du secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur juste après cet entretien. أهني الجزائر وأهني معالي وزير الداخلية على النجاح الكبير الذي تحقق. Je félicite Monsieur le ministre algérien de l'Intérieur pour la grande réussite réalisée à travers les élections précédentes, un succès qui traduit l'union nationale qui existe entre le peuple et le gouvernement algérien, et qui a été concrétisé grâce aux efforts de Monsieur le ministre ainsi qu'à l'ensemble du personnel de son département en vue d'assurer une organisation infaillible des élections. وزارة الداخلية وعلى رأسها معالي الوزير وأخوانه العاملين في الوزارة. L'Algérie présidera l'année prochaine le Conseil des ministres arabes de l'Intérieur. La visite d'aujourd'hui était donc l'occasion de transmettre au ministre de l'Intérieur une invitation officielle, de l'informer de l'ordre du jour, mais aussi de connaître ses points de vue concernant ce dernier, afin de procéder à l'invitation des autres ministres arabes de l'Intérieur à prendre part à la réunion qui se tiendra au mois de mars prochain. L'appel lancé depuis Constantine au terme de l'Assemblée générale du réseau panafricain des femmes pour la prévention des conflits pour le lancement à partir de 2018 d'un programme de formation de femmes médiatrices. Il s'agira dans un premier temps de former 100 médiatrices avec l'objectif d'atteindre les 500 d'ici à 2020. Bedia Amarni. Dans son mot de clôture des travaux du colloque africain sur le rôle de la femme dans la prévention et l'intermédiation dans les conflits africains, la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Madame Rania Edalia, s'est félicitée de cet espace de concertation impliquant la femme de façon efficace dans la prise de décision. Permettez-moi d'abord d'exprimer toute ma reconnaissance à son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour son soutien continu à l'Union africaine et à son intérêt qu'il accorde aux préoccupations de notre continent et aux questions de la paix et de la sécurité y afférentes. Ceci en plus de son intérêt particulier aux questions de la femme et la promotion de son rôle dans tous les domaines au niveau national et continental. Dans ce cadre, j'aimerais insister sur le rôle central que joue mon pays, l'Algérie, qui contribue toujours à la réussite de tout événement continental ou régional, s'inscrivant dans le cadre des efforts consentis pour promouvoir la paix et la sécurité en Afrique, de même que la promotion de la femme. 2 jours durant, les participants à cette rencontre ont débattu dans des ateliers différentes questions concernant cette thématique ayant abouti à de nombreuses recommandations.
بداية العمل الفعلي ابتداء من الأسبوع القادم، يعني أولا في إرسال النساء الوسيطات إلى 10 دول إفريقية. كذلك Le travail effectif commencera à partir de la semaine prochaine. Il s'agira d'abord d'envoyer des femmes médiatrices dans 10 pays africains. Nous lancerons également une formation à partir de janvier. Elle ciblera 100 femmes africaines avec l'objectif d'atteindre les 500 femmes médiatrices d'ici 2020. Je dirais que la médiation commence dans l'environnement immédiat, que tous ceux qui sont animés d'une intention sincère commencent à travailler dans leur environnement. L'opération, ce n'est pas seulement d'envoyer ces femmes médiatrices à l'étranger, mais c'est un travail national, local, ensuite continental. Plus encore, le choix du profil des médiatrices est très important. كذلك تأكد على ضرورة في اختيار الوسيطات إلى التأكد من أن يعني تكون عندنا كل تنويع ملمح النساء. Des mesures concrètes basées sur le principe de partenariat social et économique seront mises en œuvre pour permettre d'entreprendre des initiatives dans le domaine de prévention des conflits et de la médiation. L'application des mesures prises par le président de la République et annoncée récemment par le Premier ministre à propos des investissements en Algérie au cœur de la deuxième Assemblée générale de la CACI France ce vendredi au niveau de l'ambassade d'Algérie à Paris. La Chambre algérienne de commerce et d'industrie en France, qui veut assurer le rôle d'intermédiaire entre les institutions et les entreprises privées des deux pays, a réaffirmé sa volonté à contribuer à cette nouvelle dynamique de partenariat. Afef Belhouchet. Passer de la réussite individuelle à la réussite collective au service de l'investissement en Algérie, c'est l'esprit qui a régné sur l'Assemblée générale de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en France. Une assemblée particulière puisque la première qui intervient après les annonces des nouvelles mesures décidées par le président de la République et annoncées par le Premier ministre, comme l'a rappelé l'ambassadeur d'Algérie en France, telle que l'ouverture au courant de l'année 2018 d'une banque en France, filiale de la Banque extérieure d'Algérie. Cette banque pourrait être utile pour les non-résidents et aussi pour être ici, surtout utile même pour nous, Algériens, qui souhaiteraient demain faire des opérations ou entreprendre à l'étranger. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire et qui permettra de faire bénéficier les non-résidents sur des crédits, des prises en charge de crédits ou des accompagnements où ils seront. Et nous, on se réjouit encore de ces nouvelles décisions et de ces nouvelles opportunités qu'auront aujourd'hui nos compatriotes installés à l'étranger. Pour le FCE, dont le vice-président a été invité à cette assemblée, les retombées de ces mesures en faveur des membres de la communauté algérienne installée en France sont bénéfiques à double titre. Et on demande beaucoup que ces talents reviennent en Algérie parce qu'ils sont porteurs de projets, ils sont porteurs des fois de financement, ils sont porteurs d'idées, ils sont porteurs de savoir-faire. Donc nous, au contraire, on appuie et on demande vraiment, le Premier ministre a évoqué cette nouvelle idée que cette diaspora puisse bénéficier des mêmes avantages que les entreprises et que les résidents algériens. C'est une idée pour nous positive et qui va aider à drainer et à capter l'ensemble de la diaspora, qu'elle puisse venir en Algérie et puis construire notre Algérie ensemble. Et le travail ne fait que commencer pour la CACI France qui s'est engagée à relayer ces mesures sur le terrain. Comment inciter la diaspora à aller entreprendre en Algérie? Évidemment, ce sont des mesures intéressantes, mais ce sont des mesures qui doivent être diffusées. On doit faire passer le message, on doit communiquer un maximum. De son côté, la CACI France peut également compter sur le réseau consulaire largement sensibilisé par le ministre des Affaires étrangères afin de déployer sa nouvelle organisation élargie à toutes les régions de France. La CACI France qui a annoncé un programme riche pour 2018 avec un événement majeur, à savoir le salon Made in Algeria à Porte de Versailles. Énergie renouvelable, je vous le disais en titre, de plus en plus d'opérateurs économiques investissent dans ce créneau. L'exemple à Biskra ce soir avec la mise en place d'une unité de fabrication de chauffage solaire. C'est un reportage de Bedia Armani. La fabrication de ce chauffage solaire utilise un processus simple qui obéit à une grande précision, mais il permet une autonomie de 48 heures. Même avec des rayons de soleil faibles, ce chauffage peut toujours chauffer l'eau. Plus encore, ce chauffage permet de faire des économies en électricité et gaz. C'est un système c'est-à-dire qui ne demande ni gaz ni électricité. Il est
en énergie solaire, c'est-à-dire 100%. Voilà, justement, on est adhéré au programme des développement des énergies renouvelables relancé par l'État algérien. Ce modèle, par exemple, c'est de 200 litres. L'eau chaude, elle peut aller jusqu'à une température de 90 degrés. Notre production, elle est destinée en premier lieu, elle est destinée au marché local. Grâce au programme national des énergies renouvelables mis en place par le gouvernement, beaucoup d'investisseurs s'y intéressent. Il faut savoir que l'achat de cet appareil par un particulier se fait suivant un montage financier. Les chauffe-eau solaires, ils sont subventionnés par l'État à raison de 45%. Pour les particuliers. Un particulier, par exemple, qui veut acheter un chauffe-eau solaire, il est subventionné à 45% par l'APRU. C'est une agence qui appartient au ministère de l'Énergie. Cette unité de fabrication de chauffage solaire à Biskra est réalisée en partenariat avec un bureau d'études suédois situé à Stockholm. Le produit est destiné dans une première phase au marché national. Je travaille dans ce domaine de l'énergie solaire. On utilise une technologie de nouvelle génération. Ce chauffage permet d'économiser le gaz et l'électricité. Ce secteur sera plus développé à l'avenir. Même si les commandes exprimées en chauffe-eau solaire restent aujourd'hui timides, les experts s'attendent à ce qu'elles connaissent un boom à l'avenir une fois tous les mécanismes mis en place. Algerac, l'organisme algérien d'accréditation, a obtenu récemment sa reconnaissance internationale en tant qu'organisme national d'accréditation. De quoi s'agit-il? En quoi cela consiste-t-il? Les explications de Jazia Bayou. C'est un grand événement pour Algerac que d'être reconnu par l'EA, European Accreditation, pour être signataire bilatéral, BLA, Bilateral Agreement, dans les domaines des essais, de l'étalonnage et de l'inspection. La décision de l'EAMAC, qui a pris effet à compter du 5 octobre dernier, ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine économique en Algérie. Le certificat d'accréditation livré par Algerac et la marque Algerac sont reconnus mondialement dans 3 domaines: les essais, l'étalonnage et l'inspection. Cette reconnaissance internationale permettra à l'Algérie de mieux accompagner les investisseurs algériens, l'industrie algérienne et la production locale. Algerac a pour mission principale l'accréditation de tout organisme d'évaluation de la conformité. Dans ce contexte, l'organisme algérien d'accréditation est chargé notamment de la mise en place d'un dispositif national d'accréditation répondant aux normes nationales et internationales pertinentes. La réussite d'Algerac dépendra cependant de sa capacité à promouvoir et à développer le marché de l'accréditation en Algérie et à se faire accepter comme un auteur incontournable de la promotion de la qualité des produits algériens. La radio algérienne célébrera demain à partir de 14h au Centre culturel Aïssa Messoudi le 61e anniversaire de la création de la radio secrète. Elle était la voix de l'Algérie combattante, cette radio lancée en pleine guerre de libération nationale. En plus d'informer, elle a été un soutien et un stimulant en faisant face à la propagande coloniale et ses tentatives visant à entamer la détermination du peuple algérien. Évocation ce soir avec Nejma Harj. Il y a 61 ans, naissait la voix de l'Algérie libre et combattante. Le 16 décembre 1956, sur les frontières ouest de l'Algérie, le FLN lance une radio locale mobile avec comme slogan « Ici, la radio de l'Algérie libre et combattante ». La voix du FLN s'adresse à vous du cœur de l'Algérie. Les programmes de cette radio s'articulaient principalement sur les combats des moudjahidines, mais aussi des commentaires politiques et militaires destinés au peuple algérien, des chants patriotiques ainsi que des serments encourageant l'engagement pour la liberté et l'indépendance du pays. Une radio pour contrecarrer la propagande mensongère et lever le siège sur l'information dressée par les médias du colonisateur.
صوت الجزائر العربية الشقيقة. Un moyen d'information parfaitement adapté aux conditions socio-économiques des Algériens de l'époque. Mais faute de moyens conséquents au départ, 2 années durant, la révolution algérienne a eu recours aux radios des pays arabes, en particulier de la Tunisie et de l'Égypte, ou des pays de l'Europe de l'Est, en vue de faire parvenir sa voix au peuple algérien et au monde. Dans ce contexte, la radio Sawt al-Arab au Caire consacrait 3 émissions hebdomadaires à l'Algérie, diffusées dans les 2 langues arabes et françaises. La radio tunisienne avait quant à elle programmé également une émission intitulée « Ici, la voix de l'Algérie, sœur combattante ». Sawt al-Arab a donc lancé ses appels et ses serments au peuple algérien et aux moudjahidines de la LN pour rejoindre les rangs de la révolution algérienne et de la soutenir. Une radio secrète signée Mohamed Aïssa Messoudi pour éclairer l'opinion publique et internationale sur la situation de l'Algérie et expliquer la portée des objectifs de la glorieuse révolution de novembre. Né le 12 mai 1931 à Oran d'une famille modeste, l'enfant d'El-Hamri apprend la langue arabe dans les écoles coraniques avant de rejoindre Zaytouna à Tunis où il obtient son baccalauréat. Il adhère par la suite au mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques pour occuper le poste de président de l'Union des étudiants algériens à Tunis. Commentateur et journaliste, Aïssa Messoudi a porté la voix de l'Algérie à travers 2 émissions hebdomadaires de 15 minutes chacune, une voix singulière ayant gravé en lettres d'or Sawt al-Jazair. Mohamed Aïssa Messoudi, patriote ardent, qui a été l'illustration indéniable et parfaite du journalisme militant. Lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel de Bouira, première région militaire, en coordination avec des éléments de la gendarmerie, a capturé hier dans la zone de Tikhribine, commune d'El Qadiria, le dangereux terroriste Tefethi alias Yasser, ayant rejoint les groupes terroristes en 2000. Cette opération s'est soldée par la récupération d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, de 3 chargeurs, 195 balles, une paire de jumelles et 10 kg de produits explosifs. D'autre part, des détachements de l'ANP en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi hier 865 kg de kif traités dans différentes régions à Tlemcen, N'Ama, Relizane, Alger, Tizi Ouzou, Chlef, Blida et Msila, tandis que 4998 comprimés psychotropes ont été saisis à Alger, Blida, Béchar et Tamanrasset. De même, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 7 armes à feu, une quantité de produits explosifs et des cartouches de différents calibres. Par ailleurs, à Sidi Bel Abbès, Tiaret, Sétif, Skikda, Batna et Tbessa, 3 contrebandiers ont été arrêtés, mais aussi à Soukharas, Tbessa et Taraf. Par ailleurs, des gardes-côtes ont mis en échec à Bnissaf une tentative d'émigration clandestine de 12 personnes qui se trouvaient à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que des détachements de l'armée nationale populaire avec des éléments de la gendarmerie ont arrêté 81 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, à Tarf, Wergla, Larwat, Biskra et Gherdaya. L'équithérapie, ou quand le cheval soigne l'homme, la méthode n'est pas nouvelle, mais elle est de plus en plus adoptée partout dans le monde. Faire du cheval, être en contact avec ces animaux rassure, aide à reprendre confiance et à se libérer, surtout pour les enfants en situation d'handicap. À Tiaret, le reportage de Saïda Mayouf. Dans la jumenterie Ferroli à Tiaret, c'est la séance tant attendue pour le jeune Mustapha de 10 ans, celle qui le met en contact avec son poney préféré et les moments d'évasion. Mais détrompez-vous, il ne s'agit guère d'une séance d'équitation. Ici, on parle plutôt d'équithérapie, une thérapie qui utilise le cheval comme médiateur thérapeutique. Ici, c'est Mustapha, c'est un trisomique. Bon, il fait une approche, il doit toucher le cheval, c'est-à-dire il ne doit pas avoir peur. Et après, on va commencer les méthodes
pour appliquer les méthodes de l'équithérapie. Cette nouvelle approche veut que les enfants trisomiques ou autistes, au contact du cheval, se sentent plus à l'aise, arrivent à évoluer en autonomie, ce qui leur permet d'aider à vivre au mieux leur handicap, voire le surmonter. Ce n'est pas seulement pour les trisomiques et les autistes, mais même pour les enfants handicapés qui ont eu des accidents, pour les personnes âgées même qui ont eu des accidents. Donc le cheval, c'est une très bonne méthode, c'est une thérapie. La guérison vient le malade lui-même. Le malade, il s'approche. S'il commence à s'approcher du cheval, ça y est, c'est le commencement de guérison. Tu sais, les autistes, les trisomiques, les malades, toujours sont loin. Mais avec le cheval, je trouve il y a une communication. Comme on voit Mustapha, il est toujours avec sa jument Faracha, il bouge avec, il fait sortir, il monte tout seul. L'équithérapeute Karim Farouli, ayant bénéficié d'une formation de 6 mois sur cette méthode en Allemagne, trouve en cette activité équestre une solution idoine dans le domaine de la rééducation motrice. Diplômé finalement à l'écothérapie, ce qui concerne les enfants malades, les trisomiques, les autistes, les handicapés qui ont AVC. C'est l'objectif de la ferme تاعنا نخدموا فيها مع association AML. Complémentaire aux soins médicamenteux, l'équithérapie ou l'hypothérapie demeure une parfaite prise en charge des patients sur le plan physique, mais aussi psychique. Au Haral Mesk, les Fourali qui ont hérité l'amour du cheval de père en fils prennent cette méthode et comptent bien la généraliser. Le rallye Sahari qui a pris fin hier avec la 8e et dernière étape, une étape entre Tiout, Naama et Oran, un rallye international d'une semaine sur une distance de 2500 km avec la participation d'une centaine de pilotes. Voici la bâtiche. Le rallye Défi Sahari a franchi hier sa dernière étape sur 107 km. Départ de l'oasis de Tiout vers Oran, au complexe touristique des Andalouses. L'étape s'est bien déroulée, tous les concurrents ont terminé leur parcours. Et pour terminer en beauté ce défi Sahari, une belle soirée était organisée en l'honneur des participants pour remettre les trophées aux lauréats pour cette 3e édition. En présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Hedi Ouldali. Le 3e Sahari international s'est bien déroulé sur 8 étapes. Voilà qui fait la différence entre les deux éditions précédentes que nous organisons en 5 étapes. Mais cette fois-ci en 8 étapes, 8 belles étapes parce qu'ils ont atterré tous les participants. C'est des étapes techniques, c'est des étapes sportives qui demandent de la résistance, de l'endurance et aussi c'est des étapes touristiques avec lesquelles on a pu quand même démontrer une facette de notre pays. Dans la catégorie des motos, la première place est revenue à l'Italien Paolo Cicci, le duo algérien Judy dans la catégorie automobile 4x4 et le couple français Bunel. Ici un pays très beau avec des pistes incroyables, des déserts incroyables et je me suis amusé vraiment beaucoup en tanguite dans les boucles, dans la sable, dans les dunes. Convivial, on ne vient pas spécialement pour gagner ni pour faire des performances, on vient pour s'amuser, pour passer, pour partager, pour échanger les idées et puis bon voilà, moi je suis le plus ancien donc Faudil n'étant plus là, c'est mon rôle de leur donner le maximum de conseils. Prochaine édition, il y aura encore plus de participants, Inch'Allah. Et d'un autre côté, on va, Inch'Allah, essayer de s'améliorer
techniquement et même sur le matériel, etc. Essayer de réviser bien sûr nos machines, etc. pour essayer de décrocher une place, Inch'Allah. C'est la 3e place. On essaiera, Inch'Allah, pour la prochaine fois, au moins la 2e ou la 1re place. Un prix a été également décerné au président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, afin de lui rendre hommage pour son parrainage de ce rallye. Après avoir parcouru plus de 2000 km sur un magnifique circuit, les participants se donnent rendez-vous pour un autre challenge, Rallye Sahari. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. La coopération, la CACI France réaffirme sa volonté à contribuer à la nouvelle dynamique de partenariat algéro-français. Énergie renouvelable, de plus en plus d'opérateurs économiques investissent dans ce créneau. Nous avons parlé de cette usine de fabrication de chauffage solaire à Biskra. L'histoire et cette évocation, le 61e anniversaire demain de la création de la radio secrète, la voix de l'Algérie combattante. Nous avons parlé aussi de l'équithérapie, nos amis les chevaux qui peuvent aider les plus petits à reprendre confiance et à gagner en autonomie. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe. Très bonne soirée, merci, à demain. دايما مع لويا. مساء الخير عليكم، أنا ليديا. رانا نحضروا الحلقة جديدة من تصفيات تاع حياته 10 الموسم الثالث، ومعايا زميلي هشام اللي راهو معاوني بزاف في التنشيط فيو كو جامي خدمت كوم انيماتريس. اليوم في حصة جديدة في الموسم الثالث تاع حصة حياته 10. معايا هاد العام ليليا عملت لنا واحد التوازن، ان اكيليبر اكستراوردينير. رانا تعرفوني شوية نتحرك نبوجي، وليليا سي لا فورس ترونكيل، قوة ترونكيل، سي كوم سي كاين تعمل تنشيط في هذه أعوام وأعوام. شوفي باغ اكزومبل الي توب. الحمد لله اللي جيت مع ان انيماتور كيما هشام اللي قديم في الدومين واللي يقدر يعاوني بلا ديناميك تاعو. الهدايا الكبرى اللي نتمناها لكم ان شاء الله وهي دار، شقة، ان ابارتمون اللي ان شاء الله يكون من نصيبكم، وهذا طبعا كي تشاركوا في نهائي حصة حياة 10. اذا من الشرق الغرب الجنوب الوسط كل انحاء الجزائر. اللي ما لازمش تنساو بلي كاين سحب الثاني للقرعه وتقدروا تعاودوا تشاركوا معنا. شحال رانا نستناو فيكم، شحال رانا فرحانين، وان شاء الله تعجبكم الحصه هذا العام. دائما في حياة 10 وبرعاية لويا. علي سلامة، تشاو والى اللقاء. حياة 10 دايما مع لويا. Timgad ou Tamugadi la Romaine. Ces monuments encore debout attestent de l'opulence de cette cité antique et du processus de romanisation des Aurès et de la Numidie. Partie de Téveste ou Tébessa. Les légions romaines ont, dès le 1er siècle de l'ère chrétienne,
fondé l'Ambésis ou Tezult. Cité militaire au départ, celle-ci fut désignée en tant que capitale de la Numidie avant de céder sa place à Cirta ou Constantine. Au nord des Aurès, la cité de Mador, qui fut naguère un établissement numide sous les Églides, Syphax et Massinissa, constitue le parfait exemple de la colonisation romaine de cette partie orientale de l'Algérie. Les fouilles sur ce site sont loin d'être achevées. Beaucoup reste à faire en matière de recherche pour étaler au grand jour la portée multicivilisationnelle de Mador. Quand ils ont débuté les fouilles à Mador, en fait, les fouilles ils ont commencé de 1843 jusqu'à 1930. Et c'est en 1902 que Stéphane Exel et Charles Joly, c'était le premier maire à Kalama également aujourd'hui, qu'ils ont commencé les fouilles, bien sûr à Mador et à Annona et à Tubercium. Il y avait juste quelques édifices qu'on pourrait voir, juste la citadelle byzantine, et un petit peu le mausolée romain et l'arc des grands thermes. Ils ont commencé par faire des fouilles de 1902 jusqu'à 1930. Engloutie sous terre, l'antique cité de Mador a fini par révéler ses monuments dès 1930 suite à de longues fouilles conduites par le célèbre archéologue français Stéphane Exel. Le Mador a été fondé dans le 1er siècle, en 75, pendant l'empereur Vespasien, c'est-à-dire pendant les Flaviens. Alors c'est les Flaviens qui gouvernaient le royaume romain à cette époque-là. L'empereur Vespasien a accéléré la colonisation de cette partie de la Numidie. Mador, c'est la civilisation, c'est la culture, c'est la première ville où il y avait une école pour la philosophie, le latin, les mathématiciens et bien sûr c'est la ville natale de Apulée. Apulée de Mador, c'est le premier romancier dans l'histoire, dont il est né bien sûr dans le 2e siècle, plus exactement en 123, il est décédé en 200. Apulée de Mador, contrairement à Saint-Augustin, il était d'une famille aisée et son père était un duumvir et c'était quelqu'un qui avait des capacités de faire ses études, d'aller vers Carthage et vers Rome avec ses propres capacités. L'illustre philosophe et théologien Saint-Augustin est né à Socarrás. Il est issu d'une famille modeste et a fait ses études à Mador grâce à des mécènes. L'olivier, à l'ombre duquel a médité Augustin sur son pamphlet théologique Les Confessions, trône toujours sur Socarrás. L'imposant Oliastre n'a point dépéri depuis lors. Quand on rentre à Mador, on voit que c'est un musée à ciel ouvert. Déjà, quand on rentre, on trouve les thermes, les petits thermes et les grands thermes qui sont toujours en bonne conservation et en bon état. Après, on monte vers le Cardo Maximus, là où on trouve la maison du prêtre et les églises qui ont été fondées dans le 3e siècle. Après, on va directement vers l'ancienne ville, l'antique ville, où il y a les composants les plus principaux de la ville, tels que le forum. Bien sûr, le forum, on sait très bien que ce n'est pas une invention romaine, c'est une invention grecque qu'on appelait Agora, mais les Romains, on sait très bien, ils n'avaient pas de problème de prendre dans des autres civilisations. C'est pour ça qu'ils ont pris cette architecture. Bien sûr, quand on parle d'architecture romane, on parle de célèbre architecte Vétruve. Alors, toute l'architecture romaine qu'on trouve aujourd'hui, c'est d'après le célèbre architecte Vétrévios en latin ou Vétruve en français. Les petites thermes de Mador sont équipées de nombreuses salles encore debout. Il s'agit surtout de Frigidarum et Calderum, salles à eau froide ou à eau chaude. L'édifice thermal est essentiellement monté avec des briques et de la pierre taillée. Du solarium, on découvre les grands thermes. Il s'agit de grands bassins d'eau chaude ou froide, ainsi que des latrines. Des grands arcs ornent les piscines. Des grands thermes, on accède au Decumanus, ou l'artère principale de la cité. Le forum,
où il y a tous les composants, bien sûr, tels comme tout dans les autres villes romaines. On trouve la curie, on trouve le temple et probablement on dit le temple du dieu Mars. Du forum apparaissent des colonnes, des temples dédiés aux divinités romaines et surtout l'imposante muraille de la forteresse byzantine. Au VIe siècle, il y a eu l'invasion de la civilisation byzantine. Bon, je ne veux pas dire qu'ils ont saccagé le site, mais ils étaient obligés de fonder une structure militaire. Et on sait tous que les Byzantins sont connus par les structures militaires, ils sont connus par les forts byzantins. Mais ils ont utilisé un fort byzantin au VIe siècle par le général Salomon, qui a fondé ce fort au milieu du forum. Alors, il a un petit peu saccagé le forum parce qu'il a utilisé les pierres du forum, il a utilisé les pierres du célèbre théâtre et le plus petit théâtre qui a été fondé dans tout le royaume romain. Sur le fronton de la forteresse, une inscription où figure une dédicace au général byzantin Solomon. Édifiée à même le forum, la muraille est constituée d'immenses dalles de grès dont certains portent des inscriptions Umador figurant latin. La forteresse a été édifiée à l'aide de dalles issues d'autres monuments romains. Ce théâtre, c'était comme un système d'hébergitisme. Il y avait un certain magistrat qui s'appelait Sabinus Gabinus. Ce personnage emblématique, il a demandé au peuple de Mador de voter pour lui pour être un maire et en échange, il allait leur donner un don pour construire ce théâtre. C'était pendant l'empereur Septime Sévère. Le peuple de Mador, il a voté pour Sabinus Gabinus. Il a donné au moins 375 000 sisters pour fonder ce célèbre théâtre qui était, d'après Stéphane Ixelles, pour 1200 personnes. Mais d'après les recherches de quelques chercheurs algériens et même étrangers, c'est pas évident parce qu'on a vu que le théâtre, il peut pas avoir ce nombre de personnes. C'est au maximum pour 400 personnes, on a vu ça. Et il y avait tous les composants des autres théâtres. Il y en a la scène, l'orchestra, les coulisses, les 3 premiers gradins pour les nobles et les gradins. Et il y a 3 rentrées pour le public et une rentrée pour le magistrat. La seconde partie du forum renferme 2 temples qui s'élèvent au-dessus du théâtre. À même les coulisses du théâtre, on découvre des dalles portant le nom du mécène de cet édifice, Sabinius Gabinius. Il fut également à l'origine du pavement du forum. Le théâtre de Mador reste unique en son genre en Afrique du Nord en tant qu'édifice. Le mausolée romain, c'est l'unique mausolée qui se trouve en Afrique. Bien sûr, c'est un mausolée d'un magistrat inconnu, mais quand on dit inconnu, c'est malheureusement parce que les fouilles, ils n'ont pas été achevées. Dans cet amas de pierres s'impose le mausolée du célèbre notable de Mador, non encore identifié. L'édifice se compose d'un étage inférieur comportant une chambre funéraire et d'un autre supérieur portant des pièces et autres éléments décoratifs en pierre de taille de très bonne facture. L'édifice s'élève à plus de 900 mètres d'altitude. Mador était une ville très importante, c'était une ville coloniale qui a joué un rôle très important. C'était un transit entre Tevest, Ipan et Timgada. Par sa position géographique idéale au niveau de l'antique Numidie, Mador a su développer son commerce et son agriculture,
pour s'imposer en tant que tel sur la rive sud de l'Empire romain. Son dynamisme l'a imposé dès le IIe siècle en tant que grand foyer culturel rivalisant avec Carthage et les grandes cités romaines. Dès la fin du 1er siècle, grâce à sa position stratégique, Mador fut la plaque tournante entre les cités des Aurès et celles du Constantinois. Elle a su entretenir des liens forts entre l'antique Téveste, Duga, Thapsus et Carthage en Tunisie. Mador avait des liens étroits avec Hippone ou Annaba. Son fils adoptif Augustin a fini par s'imposer en tant que grand théologien au niveau de la grande église de l'antique Hippone. Et ce qui est clôturé maintenant, c'est 7 hectares. Et même dans ces 7 hectares, les fouilles n'ont pas été achevées. On parle même des termes du Sud que Stéphane Ixelles, il a fait les fouilles depuis 1902 jusqu'à 1905. Mais on ne sait pas pourquoi il a arrêté les fouilles. Là, on commence à se méfier un petit peu. Parce que quand on lit toutes les œuvres de Stéphane Ixelles ou des Joly ou de Christophe, on parle que de la civilisation romaine et byzantine, comme s'ils veulent négliger la civilisation numide. Alors c'est l'origine de la ville. L'origine de la ville, c'est numide. Les fouilles effectuées par les archéologues français au début du 19e siècle jusqu'aux années 1950 sur les sites antiques algériens n'ont concerné que les monuments romains et byzantins. Celles-ci n'ont guère porté sur les vestiges numides. Si on trouve à 100% qu'il y a un capitaine Amador, alors on va être une référence. Les informations, ils vont changer. L'Algérie va donner ses propres informations parce que c'est notre vie, c'est notre civilisation. Si ce n'est pas nous qui cherchons, ce n'est pas nous qui essayons de trouver notre civilisation, notre origine numide, alors je ne crois pas que c'est les autres qui vont nous donner cette information. Même le plan d'Amador, on ne l'a pas aujourd'hui. Mador est loin d'avoir révélé tous ses secrets. On doit continuer notre travail, on doit continuer les fouilles. Et les informations, c'est avec les fouilles, c'est avec les chercheurs. De nouvelles et rigoureuses fouilles devront être menées pour déterminer la portée numide de Mador avant l'avènement de la colonisation romaine. Mador, c'était une colonie. C'est une colonie qui a été fondée à côté de la ville numide. Les archéologues français ont mis à jour des stèles funéraires, des bornes miliaires, ainsi que d'importantes inscriptions portant des indications latines. Il s'agit surtout d'inscriptions païennes concernant des divinités auxquelles le monde romain était attaché. Ces pièces portent sur les deux périodes qu'a vécu Mador en tant que colonie romaine. Celle d'avant l'époque chrétienne semble être mieux fournie en pièces archéologiques, notamment des inscriptions. L'antique Mador a révélé à travers ses monuments sa vocation agricole, comme l'attestent les nombreuses huileries existantes au niveau du site. Quand on parle du commerce, là, on parle beaucoup plus de Mador, parce qu'à Mador, on a trouvé 22 huileries. C'est ce qu'on n'a pas trouvé à Tiberium Numidarum, ou à l'ancien Tipaza de la Midi, ou à Tagora. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait du commerce, il y avait de l'industrie à Mador. Alors les gens du Tiberium Numidarum, où ils avaient leur propre marchandise d'olive, qu'ils l'emmenaient à Mador pour la presser, ou ils achetaient leur propre huile d'olive de Mador. Alors il y avait un échange de commerce. Les vestiges d'huileries et les moulins existants presque dans chaque habitation de la cité de Mador témoignent de son opulence et de l'importance de ses activités agricoles. Il s'agit d'une industrie que les Madoriens ont adoptée grâce à la fertilité des sols de cette région. Le site de Mador, c'est ce haut lieu du tourisme culturel qui est loin de drainer les immenses contingents de touristes, aussi bien nationaux qu'étrangers.
Comment le redynamiser et le rendre plus attractif? Le patrimoine archéologique dont dispose la région de Soukaras est loin d'être mis en exergue, et ce, malgré l'importance internationale dont bénéficient les sites antiques de Mador et de Khmissa. En somme, parmi les nombreux vestiges de Mador s'impose la célèbre église. Juste en face de cet édifice religieux gisent les restes d'une grande villa avec pressoir et huileries. Au croisement des deux voies perpendiculaires du Cardo et du Decumanus se dresse le quartier d'habitation où l'on peut voir un puits et une meule. Il s'agit d'une demeure bien conservée avec des chambres, une cave et une écurie. Les grandes maisons de Mador et leur atelier témoignent de l'opulence de leur maître romain. À l'extérieur des villas, les terrains semés de pierrailles n'ont pas connu de fouilles. La cité de Mador dispose d'un important réseau de rues et ruelles, toutes reliées au Cardo et au Decumanus. Le long du Decumanus s'étale la célèbre villa du magistrat de Mador. On y découvre un puits et un grand réservoir d'eau, ainsi que de nombreuses chambres et d'autres ateliers. La voie parallèle au Cardo se termine par une grande porte. On trouve aussi la place du marché et le forum aux 3 portiques. La cité de Tubersucum Numidarum au Khmissa reste à son tour ce témoin vivant des présences romaines et byzantines dans la région de Soukaras. On parle de Tubersucum Numidarum, c'est tout à fait contraire de Mador. Tubersucum Numidarum, c'était une ville numide à l'origine, que les Romains ils ont fondé la ville romaine sur la ville numide. Et c'était une municipe. C'était pas une colonie. Elle était moins basse que la ville de Mador. Mais elle avait son importance. Elle avait son importance dans la civilisation romaine et byzantine. Plus tard, Khmissa fut érigée en colonie. Elle a connu plusieurs extensions durant le 2e et le 3e siècle. Tubersucum Numidarum, elle a une superficie de 65 hectares en tout. Mais malheureusement, ce qui a été fouillé, c'est comme Mador, c'est au moins 8 hectares, 7 hectares. Les vestiges de la cité initiale de Tubersucum Numidarum, des bâtiments ou des magasins sont visibles, ainsi qu'un temple païen. Tubersucum Numidarum l'appelle aussi la ville de deux placettes, parce qu'on trouve dans Tubersucum Numidarum 2 villes. Platia Nova, Platia Vetus, c'est-à-dire l'ancienne ville et la nouvelle ville. Et ça, c'est dans le cadre de la politique romaine, la politique de s'élargir, la politique, parce qu'on sait très bien qu'il y a eu après un décret romain que les Numides qui ont été dans l'armée romaine, ils ont eu la nationalité romaine. Alors ils ont eu l'accès dans les villes romaines, ils ont eu le droit d'avoir une habitation dans une ville romaine. Et là, ils ont commencé à fonder une nouvelle ville avec tous ses composants, c'est-à-dire le forum, les thermes, les temples. Au niveau de la cité initiale de Khmissa au Platia Vetus, on découvre les ruines d'anciennes villas ayant appartenu
à de riches Romains. Les fouilles archéologiques sont loin d'être achevées sur ces terrains limitrophes de la porte de Tipaza, Numidarom au Tifèche. Ce monument semble avoir résisté à la dégradation. Il s'agit là des édifices de la nouvelle cité antique de Tuber-Sucum ou le Nouveau Forum. Quand on parle des temples, là, on parle de la religion. Alors, on voit très bien que l'architecture de chaque civilisation elle a une relation directe avec la religion. Quand on parle des temples, c'est-à-dire on parle de la religion païenne. Pagan. Quand on parle des Byzantins, on parle de la religion chrétienne. Des chrétiens, ils avaient besoin des églises, pas des temples. C'est pour ça qu'il y a eu des transformations. Les Byzantins, quand ils sont venus, c'était des chrétiens. Ils ont trouvé des temples parce qu'ils ont trouvé toute une ville romaine. Ils avaient besoin de temples. Ils ont commencé à transformer ou pour un poste avancé, ou ils ont utilisé les pierres pour faire d'autres structures. La nouvelle cité de Tuber-Sucum renferme de nombreux monuments. Il s'agit surtout des thermes, des habitations, ainsi que d'un forum sur lequel les Byzantins ont érigé une forteresse. L'arc de triomphe, dédié à l'empereur Trajan, demeure encore debout. Ce qui reste vraiment debout à Khmisa, c'est quand on voit le Nymphi, c'est-à-dire la piscine qui se trouve aujourd'hui avec une superbe architecture qui a été faite sous une forme de guitare. Mais quand on voit le Nymphi, cette piscine, elle est entourée de 3 temples. Le temple de Neptune, le temple de Bacchus et le temple de Diana. Alors on sait très bien, c'était pas seulement une piscine, c'était une divinité. Elle jouait un rôle dans la culture romaine. Mais on ne sait pas même aujourd'hui à quoi ça fait cette piscine. C'est vrai, c'était une piscine dont la source de la piscine, elle est naturelle, elle vient tout directement de la colline. Mais on cherche aujourd'hui à quoi servaient ces temples qui entouraient cette piscine. En forme de guitare, le Nymphe de Khmisa est entouré de plusieurs temples où l'on célébrait les divinités romaines issues de la période païenne. Il s'agit aussi d'un monument unique en son genre dont la portée architecturale n'a pas encore tout dit. Super beau théâtre de Tuber-Sucum, Numidarom, qui est plus grand par rapport à celui de Mador, qui est au moins pour 2900 jusqu'à 3000 personnes, un théâtre super beau, mais qui a été restauré bien sûr pendant la période coloniale. Mais il reste qu'il est beau. Quand on voit aussi, quand on va vers la nouvelle ville, on voit le superbe théâtre, le marché. Et les terres qui ont été transformées par les Byzantins en fort byzantin. Et même, on trouve tous les composants, on trouve les insolailles, qu'on ne trouve pas bien sûr à Mador. Les insolailles, c'est comme un sort de bâtiment. C'est contrairement au Domus. Domus, c'est une villa. Mais les insolailles, c'est des appartements à étage où il y a des magasins au-dessous. Le théâtre romain de Tuber-Sucum, au Khmisa, fut des plus célèbres dans la région nord-est de la Numidie, grâce aux jeux de cirque et au combat des gladiateurs. Celui-ci rivalisait avec celui de Timgad et Cuicule, ou Djmila. Quand on va vers l'ancienne ville, on trouve tous les composants, mais on trouve même les tables de mesure qu'on n'arrive pas à trouver à Mador. Ça prouve qu'il y avait de l'industrie, il y avait du travail, il y avait du commerce. Contrairement à Mador et Khmisa, le site archéologique de l'antique Tagora ou Tawra n'a pas enregistré de fouilles. Longtemps négligé, l'antique Tagora demeure toujours sous terre. Sogaras gagnerait en valorisant davantage son fabuleux patrimoine archéologique en engageant des fouilles en profondeur.
أطفالنا مسؤوليتنا جميعا. À l'occasion du salon Auto-West qui se déroulera du 10 au 16 décembre 2017 au niveau du centre des conventions d'Oran, Sima Motors vous offre pour tout achat d'un Hyundai Santa Fe une remise exceptionnelle de 200 000 dinars. Et cela dans la limite des stocks disponibles. Sima Motors, distributeur exclusif de Hyundai et de l'usine TMC en Algérie. إعداد التربة عنصر أساسي لنجاح المحاصيل الزراعية. لهذا الغرض توفر لك بأماتي مجموعة من الجرارات والآلات الفلاحية العصرية والملائمة بأسعار مدعمة من قبل السلطات العمومية. لا تتردد بالاتصال بوحداتنا التجارية الجهوية. بأماتي في خدمة الفلاحة. هيونداي إيفا الجديدة، السيارة التي تغير نظرتك على المدينة. هيونداي تضمن كل سيارتها 5 سنوات أو 100,000 كيلومتر. هيونداي إيفا تلهمك فتنظر إلى العالم بنظرة جديدة. سيما موتورز، الموزع الحصري لهيونداي ومصنع TMC في الجزائر. الوزير الأول أحمد أويحيى غدا في أدرار لمعاينة وتدشين مشاريع طاقوية وصناعية تفعيلا للحركة التنموية ولبعث النشاط الاقتصادي. الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يثمن المكاسب الديمقراطية في الجزائر ويعلن ترأس الجزائر للمجلس في الثلاثي الأول من السنة المقبلة. تجمعات شعبية غدا عبر الوطن في وقفات للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفي جمعة الغضب مسيرات احتجاجية بالأراضي المحتلة تخلف شهداء وجرحى. في النشرة أيضا رقمنة الملفات الطبية بالمدية ترقية للخدمات الصحية والوقاية الصحية.